Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de mai. Aujourd'hui j'ai du coup 4 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Aliénor, fille de Merlin par Séverine Gauthier qui est sortie aux éditions de l'École des loisirs. Ensuite ce sera au tour de Impact par Olivier Norek. Puis je vous parlerai de ma lecture de La route des Lucioles par Christine Hanna. Ensuite, côté roman, je terminerai avec La ville sans vent, le second tome par Éléonore de Villepoix. Et côté graphique, je vous donnerai mon avis sur le troisième et dernier tome de la série Dans les yeux de Lia, ainsi que sur le premier tome de la série Les sortilèges de Zora, qui est lui aussi une bande dessinée. Pour démarrer, je vais donc vous parler de ma lecture de Aliénor, fille de Merlin, donc partie 1 par Séverine Gauthier aux éditions de l'École des loisirs. C'est un roman pour la jeunesse à partir de 9 ans, je crois. C'est un texte qui est dans le même univers. Alors je ne sais pas si c'est exactement l'adaptation en roman du texte de la bande dessinée ou bien si c'est une autre histoire dans le même univers. Je ne sais pas exactement comment ça se positionne, mais en tout cas c'est par la scénariste de la bande dessinée Aliénor Mandragore, et on retrouve également l'illustrateur en fait de Aliénor Mandragore dans certaines petites illustrations qui viennent parsemer le récit, mais qui sont plus des illustrations, voilà, un peu comme la couverture, à type de décor plutôt qu'à type de personnage. En tout cas, c'est un titre jeunesse qui se lit vraiment très bien, il fait à peu près 200 pages, ça se lit très rapidement, c'est très chouette. Et donc l'histoire de Aliénor, fille de Merlin, c'est l'histoire donc de Aliénor, qui est donc la fille de Merlin. Et ce qui se passe en fait, c'est que Merlin éduque Aliénor un peu reclus dans la forêt en lui apprenant ces choses d'enchanteur, etc. Mais voilà, de manière très isolée du monde. Ils vont à un moment trouver une mandragore en fait la première personne qui entend le cri de la mandragore qu'elle pousse quand on la déterre, et bien cette personne meurt, sauf que Merlin va dire à Aliénor qu'il n'y a pas de souci, que lui il est immunisé. Ils vont du coup déterrer la mandragore et Merlin va mourir. Du coup ensuite voilà, Aliénor va essayer un petit peu de composer avec ça pour essayer de faire en sorte de ressusciter son père, en sachant qu'il est toujours présent mais sous forme de fantôme. Et pour son aide, du coup, elle va se rapprocher de la fée Morgane pour obtenir certaines informations, et notamment pour savoir comment ressusciter Merlin. Sauf que du coup, elle va finalement s'intéresser également à ce que lui apprend vraiment Morgane. Et du coup, elle se retrouve un petit peu entre les deux. C'était très sympa, il y a beaucoup d'humour dedans. Le texte est vraiment facile à lire, je pense que ça s'adaptera bien à un jeune lectorat. Par contre, si vous êtes vraiment très fan de la légende arthurienne et que vous cherchez un texte qui soit très instructif sur la légende arthurienne, c'est pas vers ce texte-là que je vous recommanderais de vous pencher, de vous tourner, parce qu'en fait ça présente un aspect très précis de la légende arthurienne. En gros, ça garde les personnages de la légende arthurienne. On voit également un petit peu le personnage de Lancelot, mais il est très... à part nous dire que c'est un ami d'Aliénor, sinon c'est un personnage qui est quand même assez à part dans la chronologie. C'est pas du tout un personnage central de l'histoire ici. Et donc voilà, en gros, Merlin et Morgane sont un petit peu des ennemis de toujours, qui se font la guerre, et Aliénor est la fille de Merlin, donc ça se passe plutôt quelques temps plus tard. Enfin voilà, c'est un prisme choisi, bien précis de la mythologie arthurienne. Du coup, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus représentatif. En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus, que ce soit par rapport à la bande dessinée Aliénor Mandragore, dont en plus j'aime beaucoup le style de dessin, ou bien par la suite des romans. Ensuite, j'ai donc lu Impact par Olivier Norek. Il est publié aux éditions Michel Lafon, il est sorti en fin d'année dernière. Pour ma part, je l'ai découvert en format audio, et le format audio était vraiment très chouette et très très bien fait. Donc ça peut être un bon moyen de découvrir cette histoire si elle vous intéresse. L'histoire de Impact... Non, ça c'est le prochain. L'histoire de Impact, c'est une histoire qui prend place... donc Olivier Norek est un auteur de thriller, c'est un ancien policier qui du coup se base beaucoup sur... c'est beaucoup basé sur ses expériences personnelles pour écrire ses romans. En l'occurrence, ici, on est dans un thriller, mais quand même assez différent de ce qu'il a pu proposer auparavant, puisqu'on est dans un thriller avec un fort aspect écologique. À nouveau, c'est très documenté, mais c'est vraiment une documentation à part de son travail de policier, je trouve. Même si, voilà, comme on suit aussi des policiers, on a quand même le côté où voilà, on voit bien que c'est quelqu'un du milieu qui l'a écrit, parce que ou en tout cas quelqu'un qui s'est très bien documenté.
mais c'est pas le centre du récit comme c'est le cas dans ses autres romans. Impact, du coup, comme je disais, c'est un thriller plutôt écologique dans lequel en fait on va suivre l'histoire d'un homme qui va décider de se rebeller un peu contre le système et plus particulièrement contre les grandes entreprises très importantes et très très polluantes, très nocives pour l'environnement. Notamment le premier qui va être ciblé, c'est le PDG de Total. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée des personnes auxquelles il s'attaque. Et en fait, voilà, en fait, il les montre, il les dénonce sous un plan écologique. Et la particularité qu'il y a, c'est que en fait, il fait ça de manière très médiatisée et de manière en fait à ouvrir les yeux des personnes sur d'autres alternatives qui seraient possibles. Son but, c'est aussi d'essayer d'encourager les entreprises à aller vers des énergies neuves, enfin des énergies propres, etc. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Alors c'est fait de manière assez particulière et Olivier Norek prétend bien, enfin explique bien que voilà, que son point de vue n'est pas celui de son personnage. Mais voilà, donc tout ça. C'est un titre qui me faisait assez peur parce que je savais qu'il mentionnait en fait le Covid et pour ma part, j'ai pas spécialement envie de lire des textes qui parlent de problèmes d'actualité. C'était d'autant plus vrai au moment où il est sorti, où c'était à peu près au moment du deuxième confinement. Maintenant que le Covid est un peu plus rentré dans nos vies quotidiennes, on va dire que mon point de vue a un peu changé. Et puis en plus de ça, ici, ça parle pas du tout de la crise du Covid. Enfin, on parle pas de la crise du Covid en tant que telle, on parle de la crise du Covid par rapport au fait que c'est une période pendant laquelle il y a quand même eu une très forte décroissance, pendant laquelle on a montré un autre mode de vie. Et voilà, c'est plus dans ce sens-là que c'est évoqué que sur l'aspect vraiment sanitaire, etc. Donc voilà, c'était vraiment intéressant, ça montre vraiment voilà, tout l'impact de toutes ces choses, des grosses entreprises et puis des habitudes aussi, mais surtout des grosses entreprises quand même, sur la biodiversité, certes, comme on en entend beaucoup parler, mais en fait en montrant, en incluant vraiment l'humanité dans la biodiversité qui est atteinte par, justement par tous ces éléments polluants qui viennent de l'homme. Et en montrant finalement qu'en fait ça attaque pas juste les plantes et les animaux mais que ça a aussi un impact direct sur l'humanité. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant, comme je vous ai dit c'est à nouveau très documenté, les personnages sont plutôt attachants. J'ai eu un petit peu de mal avec la fin qui a un côté un petit peu utopiste, un petit peu fleur bleue je trouve par certains aspects. Mais voilà, c'est pas mon titre préféré d'Olivier Norek, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, je trouve que ça amène une vraie réflexion. Du coup celui-ci je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai lu La route des Lucioles par Christine Hanna. C'est un titre qui me faisait bien envie parce que j'ai beaucoup aimé le précédent de Christine Hanna qui s'appelait Le Paradis Blanc, qui était un roman très sombre et assez glauque. J'avais pas lu son précédent, je crois que c'est Le Chant du Rossignol, si je dis pas de bêtises, qui avait rencontré quand même un joli succès. Et du coup voilà, j'étais assez curieuse de découvrir La route des Lucioles, surtout que j'aimais bien la thématique, à savoir celle d'une amitié, donc celle de Tully et Kate, qui vont se rencontrer alors qu'elles sont jeunes filles et puis qui vont finalement grandir ensemble et traverser plein d'époques ensemble. Elles vont traverser notamment les années 70 avec le courant hippie et puis tout ça jusqu'à nos jours aux États-Unis et on voit vraiment également pas mal de gros moments importants de l'histoire des États-Unis à travers finalement leur vie, notamment la guerre en Irak, etc. C'était vraiment très intéressant, donc voilà, tout ça m'intéressait, voilà, c'est tout ça qui m'a fait en tout cas me tourner vers ce récit. Il faut savoir que c'est un titre qui a été adapté en série sur Netflix. J'ai pas vu la série, je peux pas du tout vous en parler pour le coup. La série s'appelle Toujours là pour toi, je sais pas si elle est déjà disponible, il me semble que oui. Et donc du coup La route des Lucioles est sortie en grand format chez Michel Lafon. J'ai cru comprendre qu'il y avait une suite. Je sais pas exactement de quoi ça va parler parce que le roman se termine vraiment. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça va parler, si ça va parler d'autres personnages, je sais pas trop. Dans cette histoire, comme je vous disais, on suit l'histoire d'amitié de Tully et Kate à travers les époques. C'est un titre qui est très touchant, qui montre leur relation très proche, en sachant que Tully a une vie vraiment particulière et finalement en fait elle va se faire accueillir à bras ouverts par la famille de Kate, qui est une famille un peu plus reculée et également du coup quelque part un peu plus classique. On va les suivre du coup, à travers les années, à travers les époques, quand Kate va se marier, va avoir ses enfants, enfin voilà, vraiment tous ces bouleversements qui vont arriver dans leur vie. On voit du coup tous leurs points communs et aussi toutes leurs différences, les rêves qu'elles partagent, notamment celui de la télévision.
Et c'était vraiment très chouette. On attend vraiment le point de fracture. On pense l'avoir atteint à plein de moments différents et en fait non, jusqu'à vraiment le vrai élément qui va être le point de fracture entre Tully et Kate. La fin est vraiment très très émouvante et m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup pleuré à la fin de ce récit, mais par contre sur l'ensemble je dirais quand même que c'est un titre qui est un petit peu long, il fait 500 pages et je trouve qu'on les sent quand même un peu passer, mais sinon dans l'ensemble ça a vraiment été une chouette découverte, je suis contente de l'avoir lu. Et je sais pas, pourquoi pas tenter la série Netflix. Du coup je lui ai mis la note de 7/20. Ensuite, pour terminer côté roman, j'ai donc lu le second tome de La Ville sans vent par Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais trouvé vraiment très chouette. Je trouvais que c'était vraiment une bouffée d'air frais dans la fantasy jeunesse, enfin dans la fantasy ado on va dire. Je trouve que ça amène vraiment des choses très intéressantes. Je trouvais qu'en fait le premier tome utilisait beaucoup de codes classiques de la fantasy pour les remanier, pour les réutiliser avec une écriture très fraîche, des personnages touchants, pas de romance, enfin vraiment voilà, ça avait plein de qualités pour moi dans le premier tome, puisqu'en fait l'histoire de La Ville sans vent, c'est l'histoire de Arca, qui est une jeune femme, qui est pas une jeune femme, qui est une jeune ado, qui décide en fait d'entrer à Hyperborée, qui est une grande ville organisée sur plusieurs niveaux, parce qu'elle sait que son père est un mage hyperboréen et c'est tout ce qu'elle sait, mais en fait voilà, elle veut entrer à Hyperborée pour le retrouver. Et en parallèle de ça, on avait le personnage de l'Astyanax, qui lui est un jeune mage qui vient récemment d'être diplômé, enfin en fait, qui vient tout juste d'être diplômé, et son maître va être tué. Ça va entraîner derrière toute une histoire de complot politique où il essaye de comprendre ce qui se passe. Mais voilà, du coup, Arca et l'Astyanax n'ont pas du tout le même âge il n'y a absolument pas de relation amoureuse entre les deux, même si effectivement ce sont deux personnages qui vont se rapprocher et qui vont avoir une histoire commune. C'était vraiment très intéressant, j'avais beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, voilà, il y avait beaucoup d'humour aussi et de fraîcheur dans l'écriture, donc c'était vraiment très chouette. Et du coup, j'avais très envie de retrouver Arca et l'Astyanax, d'autant plus que cette série est donc terminée en 2 tomes. Et qu'on avait ici la fin de l'histoire, et qu'en plus, la fin du tome 1, sans du tout vous spoiler, mais en tout cas la fin du tome 1 laissait présager qu'on allait découvrir un petit peu le reste de cet univers au-delà des murs d'Hyperborée, et c'était aussi ce qui m'intéressait de découvrir. J'ai beaucoup aimé voir tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, je trouve que c'est une jolie conclusion, une jolie suite et une jolie conclusion. On en découvre beaucoup plus sur Arca et notamment sur son enfance auprès d'un autre peuple. Il y a une vraie ouverture de l'univers et puis voilà, on retombe finalement pas mal aux origines de conflits anciens aussi, etc. C'est un texte qui parle pas mal de dialogue entre les différents peuples et de comment cela peut aider. Il y a une vraie intrigue derrière, c'est vraiment prenant. Et puis le personnage de Pyrrha, qui jusque-là était une jeune femme parfois assez casse-pied quand même, il faut bien le dire, prend vraiment une importance forte avec des vrais messages féministes passés derrière et c'était vraiment très chouette. Donc voilà, vraiment c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié une fois encore. J'ai été peut-être un tout petit peu moins emballée que le premier tome. Le premier tome m'avait vraiment beaucoup plu à la lecture. Ici j'ai passé un très bon moment, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas eu la même étincelle qu'à la découverte de l'univers de La Ville sans vent. En tout cas je trouve ça vraiment très chouette et surtout voilà, c'est la première duologie publiée par l'autrice, donc je suis très curieuse de voir ce qu'elle fera par la suite. L'univers du coup de La Ville sans vent montre vraiment une très grande richesse, donc je pense qu'il y aurait vraiment moyen de faire plein d'autres histoires dans cet univers. J'ai cru comprendre qu'Éléonore de Villepoix n'y était pas complètement fermée, mais que c'était pas du tout dans ses objectifs pour l'instant. Donc voilà, je sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas voilà, j'ai très envie de la suivre dans le reste de ses récits et je vous recommande pour ma part chaudement la découverte de La Ville sans vent. Ensuite, j'ai donc lu... on va remettre à l'endroit. J'ai donc lu le troisième et dernier tome de Dans les yeux de Lia par Cuna et Carbone. Ce troisième tome s'appelle Un coupable intouchable et c'est aux éditions Dupuis. Il est sorti au début du mois de mai. Dans cette histoire, du coup, on suit donc l'histoire de Lia, qui est une jeune femme qui s'est fait renverser il y a plusieurs années de ça par un chauffard qui l'a laissée pour morte au bord de la route et depuis elle est en fauteuil roulant. Elle décide en fait de commencer des études de droit et puis ensuite d'entrer en stage dans un cabinet d'avocat, sauf qu'elle ne va pas le choisir au hasard, elle va prendre le cabinet d'avocat
qui s'est occupé de son affaire pour essayer d'en découvrir plus et notamment de savoir qui est cet homme qu'il a laissé pour morte et pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Du coup, à ce moment de l'histoire, Lia commence à avoir déjà pas mal de pistes sérieuses, donc elle commence à avoir une idée assez précise de qui ça peut être. Voilà, du coup, on va continuer à la suivre dans sa recherche de la vérité, accompagnée toujours de ses amis. C'était vraiment très chouette. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que même si donc, Lia est en fauteuil roulant, c'est pas une série qui parle vraiment du handicap, mais par contre, elle montre vraiment le handicap dans des choses du quotidien. Pas spécialement dans les douleurs de Lia ou quoi, mais plus dans des questions notamment d'accessibilité. Et je trouve ça vraiment très chouette parce que du coup c'est des situations auxquelles on pense pas forcément et à la lecture on se dit ah bah oui c'est vrai qu'on n'y aurait pas justement pas pensé et qu'en fait on voit que c'est des choses qui sont pas faites pour les personnes en fauteuil roulant et voilà je trouve ça vraiment très chouette et je trouve ça très bien fait de ce côté là. C'est instructif mais sans être du tout écrit en gros quoi. Enfin je sais pas comment dire mais voilà c'est des messages qui sont passés un petit peu plus subtilement de ce côté là et je trouve ça vraiment très chouette. Par contre la fin de cette série est extrêmement ouverte. C'est une fin qui pourrait tout à fait amener à une suite ou en tout cas à un deuxième arc narratif. Lia quelque part a réussi son but mais vraiment voilà on a plus l'impression d'arriver sur le début d'autre chose que sur une vraie fin donc je sais pas si c'est en projet. Et puis les dessins comme d'habitude sont toujours très très chouettes. J'aime beaucoup le style de dessin de Kuna. Je crois que c'était sa première série, ses premières publications. Je serais vraiment curieuse de la relire dans autre chose. Pour le coup Carbone c'est une scénariste qu'on voit pas mal, c'est notamment la scénariste de la boîte à musique. Donc voilà, pour le coup elle a déjà sorti pas mal d'autres choses et en travaillant avec pas mal de dessinateurs différents. Mais voilà, c'était vraiment chouette, mais par contre, ne vous attendez pas à avoir une vraie fin fermée et qui répond à toutes les questions, etc. parce que c'est pas franchement ce que vous allez trouver. Et donc pour ma part, j'ai mis la note de 17/20 au 3e tome de cette série. Et du coup, pour terminer, j'ai lu le premier tome de la série Les Sortilèges de Zora. Le premier tome s'appelle Une sorcière au collège, c'est par Judith Peignan et Ariane Delrieux aux éditions Vent d'Ouest, donc c'est chez Glénat. C'est une série qui est également, enfin un premier tome qui est également sorti au début du mois de mai. On est sur une histoire assez classique en l'occurrence, avec l'histoire de Zora qui est une jeune sorcière qui vit avec sa grand-mère à Paris de manière un peu cachée des autres, voilà, en gros, mais bon, plus ou moins cachée quand même, hein. Et du coup en fait donc, Zora vit à Paris et sa grand-mère va décider de l'envoyer au collège, sauf qu'elle doit passer inaperçue et du coup voilà, elle essaye de faire des choses pour que Zora puisse passer inaperçue au collège. Ça marche plus ou moins bien, surtout qu'elle va assez vite se rendre compte qu'elle n'est pas la seule sorcière du collège. C'est plutôt classique en termes de scénario, mais c'est plutôt mignon. Le personnage principal est attachant. Elle n'est pas du genre très sage, donc je pense que voilà, c'est un genre de personnage qui pourra plaire, je pense, aux jeunes lecteurs. Par contre, ce premier tome est vraiment une introduction, donc voilà. Je suis plutôt curieuse de voir la suite, mais c'est pas du tout une priorité. J'ai trouvé que c'était une série plutôt sympathique. Si vous avez des enfants jeunes dans votre entourage qui aiment bien justement voilà, toutes les histoires un peu de sorcières, etc., d'enfants rebelles, je pense que ça pourra leur plaire. Je lui ai mis du coup la note de 15/20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie d'en découvrir. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!